Bonjour et bienvenue dans ce podcast de développement de soi. Embarqué dans un voyage intérieur et introspectif. Je vous invite à allumer la lumière de votre conscience pour observer vos phénomènes intérieurs, les reconnaître, les connaître, car ils régissent aussi bien souvent vos perceptions du monde extérieur. Grâce à ce travail de conscience lumineuse, passer de l'introspection à l'action, de la connaissance de soi à la réalisation de soi, en plein alignement avec qui vous êtes vraiment. Je m'appelle Romain, formateur et coach aux multiples passions et expertises, et avec mes outils variés, tels que le coaching, la programmation neurolinguistique, la sophrologie, la méditation, l'hypnose, l'equi-coaching, le reiki ou encore le bilan de compétences, je vous accompagne de manière personnalisée, sur mesure, dans votre développement personnel ou professionnel. Pour cheminer vers vos objectifs, révéler vos ressources et dépasser vos obstacles. En tant qu'ancien cavalier professionnel de saut d'obstacles, croyez-moi, ça me connaît. Retrouvez tout ce que je propose sur romainbamaison.fr. Très bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. On est ravis de vous retrouver. Aujourd'hui, je suis avec une invitée spéciale que vous connaissez peut-être déjà si vous avez écouté les précédents podcasts qu'on a fait ensemble en début d'année sur le jeûne et sur l'approche holistique de la santé. Je suis avec Juliette, mon amie naturopathe. Aujourd'hui, on va vous parler d'alimentation bienveillante. Pour information, on est au coin du feu, donc il est possible qu'il y ait des petits bruits, des crépitements. Voilà, soyez indulgents. Salut Juliette. Salut Romain. Alors Juliette, aujourd'hui, de quoi on va parler ? On va parler d'alimentation bienveillante. D'accord, et alors, on en parle pas mal. Pour toi, c'est quoi l'alimentation bienveillante ? L'alimentation bienveillante, ça ne va pas se résumer à une alimentation simplement physiologique. On va prendre le temps de la définir ensemble, mais ça va plus aller dans le sens, comme on en avait parlé un petit peu déjà dans le premier podcast, de la globalité de notre être, dans le sens où on a un corps physique, on a un corps émotionnel, un corps mental, un corps spirituel. Chacun a des nourritures optimales. Ça va pas toujours dans le même sens et on va voir que du coup, c'est la prise en compte de tout ça qui va faire l'état de santé et non pas le fait d'être dans un dogme alimentaire ou d'être rigide dans son alimentation. Voilà, l'important, ça va être d'être dans la nourriture globale de l'être. Oui, là, j'ai envie de dire, c'est aussi dans la tête. Moi, je sais que quand je culpabilisais beaucoup autour de la nourriture, autour des repas où je mangeais trop, selon mon jugement, bah, j'avais tendance à prendre plus facilement du poids avec la culpabilité. Est-ce que ça, c'est un fait réel ? Bien sûr, le fait de culpabiliser au niveau émotionnel, on va sécréter des hormones qui sont stressantes pour le corps et ça va bloquer la digestion, donc on va moins bien digérer. Et oui, effectivement, du coup, ça peut se ressentir. Et en plus, quand on culpabilise, on a tendance à moins apprécier, moins ressentir le goût, moins être satisfait en bouche et du coup à manger plus que manger vraiment en pleine conscience. En ayant l'envie de se faire plaisir, en savourant, on va en manger moins, on va avoir plus de satisfaction, plus de satiété, donc, et donc être rassasié plus vite. D'accord. Et si on parle du corps physique, quelle alimentation tu préconises d'abord pour prendre soin du corps physique, du véhicule physique? Alors préconiser, ça sera un grand mot. Il faut savoir vraiment que c'est important d'adapter. On a tous un corps, un terrain, on reviendra sur cette notion un peu plus tard, différente. Donc, il n'y a pas de règles, on va dire. C'est à chacun de fixer ses règles en fonction de son état du moment. Par contre, il y a des principes. Il y a des principes qui font que nous, on est des êtres humains, on ne va pas manger pareil que des herbivores ou que des carnivores. On a un système digestif qui est propre. Et du coup, plus on va le respecter, plus on va effectivement respecter les besoins de notre corps physique. Je mettrai des nuances ensuite là-dessus, mais d'un point de vue physiologique, on est quand même fait, si on regarde notre système digestif, on est quand même fait pour manger majoritairement des végétaux, étant donné qu'on a des intestins très longs et des reins beaucoup plus petits que les carnivores, par exemple, qui eux peuvent manger des
des produits animaux sans problème de putréfaction comme nous on peut avoir. C'est quoi la putréfaction? Le fait que les matières, c'est très lourd et très long à digérer les matières animales, et le fait qu'elles stagnent peut faire de la putréfaction si ça reste trop longtemps dans nos intestins. Après, bien sûr, je suis pas du tout contre les produits animaux. Ça peut être même nécessaire d'en consommer. Mais là, on parle plutôt principalement, pourquoi on serait fait pour manger, ça serait quand même principalement du végétal. On dirait 80% de végétal et 20% de produits animaux. Bien qu'on s'adapte, hein, bien sûr, mais quand on parle par exemple des chasseurs-cueilleurs, ils étaient plus cueilleurs que chasseurs. Ils mangeaient plus de végétaux que de produits animaux. Ce qui est important, c'est voilà, de respecter la qualité surtout des aliments. Aujourd'hui, c'est sûr qu'on est dans un contexte particulier où l'industrialisation alimentaire a fait pas mal de mal, hein. Si on regarde l'industrialisation alimentaire et les maladies chroniques, c'est deux parallèles. Et voilà, ce qu'il y a aujourd'hui, c'est d'avoir une alimentation de qualité, c'est pas évident. Donc déjà, être plutôt sur des produits les moins transformés possibles, les plus bruts possibles. Déjà, on va pas mal respecter notre corps. Tout ce qui est ajouté, qui est chimique, les pesticides, les fongicides, ça va être difficile d'être en vitalité avec ces produits-là qui sont censés tuer la vie. Donc déjà, avoir une alimentation la plus biologique possible, la plus près possible, qui a été cultivée le plus près, je veux dire, de chez nous, et la plus de saison possible va nous amener le plus de micronutriments. Une alimentation, plus elle est transformée, moins elle nous apporte de la vie. Les micronutriments sont capitaux, hein, c'est ça qui va faire la qualité de notre alimentation, les vitamines, les minéraux, les enzymes, et tout ça, c'est des éléments très fragiles, qui fait que dès que l'aliment est transformé, on les a plus ou beaucoup moins, et du coup, on a des calories, oui, mais un peu vides. Et du coup, on a une alimentation pauvre, et c'est ce qui fait aussi qui peut gêner à ressentir aussi la satiété, parce que le corps n'a pas eu ce dont il avait besoin. Donc, quand on mange une alimentation très dénaturée, de la junk food et ces choses-là, d'ailleurs, beaucoup de gens le disent, tu manges ça et 2 heures après, tu as encore faim. Alors que tu as eu ton quota en termes de calories, ça, on est d'accord. Par contre, tu n'as pas eu ces fameux micronutriments qui font que ça nourrit vraiment ton organisme, et surtout, ça permet les réactions métaboliques qui permettent d'assimiler les glucides, les lipides et les protéines, qui sont les macro-éléments. D'accord, donc les micronutriments sont nécessaires à l'assimilation correcte des macronutriments. Voilà, donc une alimentation physiologique serait la plus brute possible. Manger cru, ça serait intéressant, bien que ce n'est pas adapté à tout le monde et suivant l'état de la muqueuse intestinale des individus. Mais effectivement, on peut se poser la question. Il y avait déjà eu des études dans les années 20-30 par des médecins russes qui avaient démontré que dès qu'on mangeait un aliment transformé, au niveau du système immunitaire, il se passait quelque chose en fait. Quand on mangeait cru, le système immunitaire n'était pas en réaction, et dès que l'aliment était transformé, il y avait ce qu'on appelle un phénomène de leucocytose digestive, c'est-à-dire une décharge de globules blancs, c'est-à-dire que le corps ne reconnaissait pas l'aliment et enclenchait son système immunitaire comme si c'était un antigène, comme s'il fallait le combattre. Voilà. Donc, moi, je trouve que c'est assez parlant, et ça montre quand même qu'on est plus fait pour manger des choses les moins dénaturées possibles. Après, il y avait des nuances. Il avait montré que déjà, si on commençait par manger un petit peu de cru, même si on mangeait du cuit après, le phénomène de leucocytose digestive était beaucoup moins fort. D'accord. Et voilà, si on mange tout le temps très dénaturé, très transformé, on sollicite tout le temps notre système immunitaire qui, du coup, est moins alerte pour d'autres choses. Oui. Et on fatigue aussi notre organisme. Et après, il avait remarqué aussi que suivant la qualité de cuisson, c'est-à-dire qu'une cuisson vapeur ou une cuisson au barbecue ou au micro-ondes, ça impacte pas du tout le corps de la même manière. Des cuissons vapeur d'eau, ça reste des cuissons très saines. Oui, on va perdre un petit peu de vitamines, un petit peu d'enzymes, mais les minéraux sont préservés et on crée pas de molécules toxiques. Dès qu'on va être dans des cuissons qui sont fortes, qui agitent les molécules, comme les micro-ondes, la cocotte minute qui fait monter fort en pression, ou toutes les molécules qui sont créées ça s'appelle le phénomène de glycation, quand on fait du grillé à la poêle, toutes ces choses-là, là on crée des molécules toxiques. Donc il y a une différence entre des cuissons vapeur, où là on abîme un petit peu l'aliment, entre guillemets, et une cuisson vraiment qui va créer des molécules toxiques. D'accord. Donc là, ça serait dommage de faire... après voilà, on va parler après du côté plaisir, émotionnel, etc. Mais consommer que des cuissons comme ça, oui, on va quand même impacter lourdement notre organisme. Et donc... une alimentation qui n'est pas adaptée à notre organisme, va le stresser. Oui. Et juste une question, la cocotte minute, tu dis que ça peut faire
perdre pas mal de micronutriments parce que c'est sous pression. Mm. Pourtant, c'est de la vapeur. Oui, mais ça monte très très fort en température. D'accord. Donc, C'est pas de la cuisson vapeur douce. ça tue des micronutriments. Oui, bien sûr, ça déstructure pas mal l'aliment. Et quand on cuit les légumes dans l'eau chaude, dans une casserole, À qu'est-ce qui l'eau? se passe? À l'eau, oui. Oui, c'est pas mal. Ça reste, voilà, il n'y a pas de molécules toxiques qui sont créées. Par contre, c'est important de cuire à couvert parce que les molécules, les minéraux notamment, sont hydrosolubles, c'est-à-dire qu'ils vont partir dans l'eau. D'accord. Donc, bien couvrir pour pas qu'ils Ah. s'évaporent. Et ensuite, j'imagine qu'on a intérêt du coup à garder le jus, l'eau, Oui, bien sûr. parce que moi je sais que j'ai tendance à mettre la passoire et puis je jette tout et je garde que les légumes mais pas l'eau Ça peut faire un bouillon, bien sûr, Ouais. et là, on aura les minéraux qui sont allés dans l'eau. D'accord. Après, voilà, si on a trop chauffé, il ne reste pas beaucoup de minéraux. Ouais. Après, il y a ce qu'on appelle la précipitation. Les minéraux, c'est ce qu'il y a de plus solide en termes de micronutriments, mais il y a ce qu'on appelle, je n'ai plus le degré exact, mais il me semble que c'est au-dessus de 110 degrés, où on appelle la réaction chimique, c'est la précipitation, ça s'appelle, et ça déstructure le minéral, qui est du coup moins assimilable par notre organisme. D'accord, donc tu conseilles de cuire plutôt doucement. Voilà, les cuissons vapeur douce sont vraiment, c'est ce qu'il y a de mieux, hein. D'accord. C'est ce qu'il y a de mieux. Il y a pas mal, on peut trouver des cocottes exprès pour faire cuire à la vapeur douce avec une forme particulière qui fait que ça ne dépassera pas tant de degrés. On peut même faire cuire des gâteaux, des pains à la vapeur. Enfin, Ouais. voilà, ça peut être une autre manière de cuisiner. Moi, personnellement, qui mange beaucoup cru, j'apprécie de me faire des petits trucs à la vapeur avec cette façon Ouais. de cuire où je trouve vraiment, on sent vraiment que l'aliment est préservé et en même temps, ça nous amène du chaud, du doux et c'est sympa. Oui, un chou-fleur qu'on mange cru ou un chou-fleur qu'on mange cuit comme ça n'a rien à voir. C'est presque une autre saveur, d'autres textures, c'est sympa aussi. Mm. Et alors j'ai une question, tout à l'heure tu parlais du rapport de chacun et de l'organisme de chacun par rapport au cru. C'est vrai que moi j'ai pas mal d'amis qui ont du mal avec le cru, ça provoque des douleurs dans le ventre, dans les intestins. Comment ça se fait? Pourquoi on n'est pas tous égaux par rapport au fait de manger cru? Pourquoi certaines personnes n'arrivent quasiment plus à manger cru? C'est quoi ce bordel? Mais tout va mal. Non, bah en fait, l'approche qu'on va avoir en naturopathie, c'est que quand le corps parle, quand il y a un symptôme, un inconfort, ça met en lumière une problématique. Donc effectivement, si on mange cru et que ça fait mal et que ça pose des problèmes d'inconfort, de digestion, ça veut dire que l'état de l'intestin de la personne ne le permet pas. Donc l'idée, c'est pas de se faire mal, hein, bien sûr. C'est pour ça que je mettais des guillemets sur le fait que oui, l'alimentation la plus crue possible est adaptée à notre physiologie, mais encore faut-il que ce soit adapté au terrain du moment. Aujourd'hui, on est dans une société où il y a quand même pas mal de stress, une alimentation très dénaturée, pardon. Tout ça, ça abîme notre muqueuse intestinale. Le stress, ça se reporte sur l'intestin. L'alimentation pas adaptée, ça acidifie notre organisme. Donc, on peut se retrouver avec ce qu'on appelle une muqueuse, poreuse. C'est-à-dire qu'en fait, toute cette acidité créée par la malbouffe ou le stress fait que l'intestin, qui est censé être tapissé de jonctions qui sont serrées, peuvent se desserrer. Il peut y avoir vraiment des trous dans l'intestin. C'est ce qu'on appelle la perméabilité intestinale. Ouais. Donc, en fait, l'intestin est inflammé et du coup, la fibre des légumes, dans ces cas-là, peut venir titiller l'inflammation. C'est comme si on a une plaie et on vient gratter dessus, ça fait mal. D'accord. Donc, ce n'est pas le légume qui est responsable. Par contre, lui vient mettre en lumière le fait que l'intestin n'est pas en état et qu'il y a besoin de le régénérer avant. La bonne nouvelle, c'est que le corps est capable de se régénérer en permanence. Suffit de mettre les conditions pour, mais à terme, c'est possible de remanger des crudités. Après, suivant bien sûr la personne où elle en est, il faudra peut-être être plus ou moins rigoureux dans ce qu'on met en place pour permettre la régénération et ça prendra plus ou moins de temps. Et alors pour les personnes qui souffrent de ces maux-là, qui ont du mal à manger du cru, même si ça dépend de chacun, quels sont les principes pour pouvoir régénérer son intestin et lui permettre d'à nouveau laisser passer du cru sans douleur? Alors, allez voir déjà le mental et l'émotionnel, parce qu'en général, quand on arrive à des stades comme ça, c'est qu'il y a quand même un terrain stressant, enfin, un état émotionnel, un état mental qui font que ça impacte énormément notre organisme. Donc, allez voir déjà de ce côté-là. Et après, en termes d'alimentation, éviter les crudités, bien sûr, parce que ça fait mal. Par contre, les jus de légumes, par exemple, peuvent être un bon moyen
parce que l'extracteur a fait le boulot à la place de notre organisme, c'est-à-dire qu'en termes de digestion, il n'y a pas beaucoup, il n'y a plus les fibres, et par contre, on a un concentré de micronutriments, vitamines, minéraux, enzymes, et c'est toutes ces petites briques qui vont nous permettre de reconstruire notre intestin. D'accord. Les bons acides gras, notamment riches en oméga 3, le lin, le colza, le chanvre, la cameline, voilà pour ne citer que, qui ont une action anti-inflammatoire et réparatrice. Les bonnes graisses, tout ce qui est à base de coco, oui d'accord, c'est pas local, mais on trouve des bons acides gras dedans qui permettent de refaire, de retapisser notre intestin. Ensuite, quand on est vraiment en crise d'inflammation, le jeûne peut être un bon moyen, assez radical et pas forcément adapté à tout le monde, puisqu'il faut se permettre, il faut pouvoir se permettre de se reposer, mais c'est le meilleur moyen parce que qu'est-ce qui se passe quand on jeûne? On permet à toute l'énergie d'aller à la régénération, à l'élimination du corps, à la restructuration, et parce qu'on ne dépense plus d'énergie à la digestion. Encore faut-il pouvoir se reposer, bien sûr, avoir le contexte pour, mais voilà, si on est pressé et qu'on peut se le permettre, qu'on a envie que ça aille plus vite, c'est un moyen d'accélérer le processus d'auto-guérison. D'accord. Si on n'est pas trop dévitalisé non plus, bien sûr. Oui. Bien, c'est intéressant, je crois que je ferai écouter au moins cette partie-là du podcast à pas mal d'amis qui souffrent des intestins à cause du cru et qui, peut-être, effectivement, ça traduit une vitalité à régénérer. Et pour le coup, alors là, je voudrais rajouter qu'effectivement, des fois, des personnes qui ont les intestins très abîmés, comme ça, les produits animaux peuvent avoir leur place à cet endroit-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans notre corps, on nous parle beaucoup des oméga 3, 6 et 9, qui sont les acides gras essentiels. Pourquoi essentiels? Parce que le corps ne les fabrique pas, il faut les amener de l'extérieur. D'accord. On les trouve dans le végétal, mais dans le végétal, ils ne sont pas sous la forme finale. Il y a une réaction qui se fait au niveau de l'intestin pour pouvoir les assimiler et en profiter. Si l'intestin est complètement déstructuré et pas en état, ça se peut que cette transformation ne se fasse pas et du coup, on peut être carencé. D'accord. D'où l'intérêt de les amener sous forme de produits animaux où l'animal, en fait, a déjà fait la transformation pour nous et va permettre de refaire l'intestin. D'accord. Pour le coup, voilà, dans l'alimentation physiologique, des végétaux, des sous-produits animaux ou un peu de produits animaux sont beaucoup plus physiologiques, par exemple, que des céréales. Les céréales, il y a beaucoup de gens, bien sûr, par éthique, qui ralentissent les produits animaux et qui se reportent un peu sur les céréales par peur de la carence. Les céréales, oui, c'est en fait à l'échelle de l'humanité. Si l'humanité c'était 1 an, la consommation des céréales sur cette année ne représente qu'une journée. Ça fait pas si longtemps que ça qu'on consomme des céréales. D'accord. Et les céréales sont composées d'amidon, qui est un sucre complexe. Et le foie humain n'est pas... Après, bien sûr, on s'adapte, on mute, mais tout le monde n'arrive pas vraiment à digérer complètement ce résidu, cet amidon. Et le résidu provoque des cols, des maladies un peu collantes, tu vois, le fait d'avoir des glaires, d'avoir des angines à répétition, d'avoir de l'asthme, des boutons, tout ça, c'est la mauvaise digestion des céréales. Et les céréales, en fait, ce qui pose le problème, il y a différentes manières de les consommer. La plupart du temps, elle n'est pas bonne dans le sens où on ne prend pas le temps de les faire tremper avant de les consommer. Même si on les cuit, en fait, le trempage va enlever ce qu'on appelle dessus l'acide phytique. L'acide phytique, c'est un antinutriment, c'est ce qui fait que ça empêche la germination et c'est ce qui fait qu'on peut garder ça dans des bocaux, dans des placards. Et en fait, cet antinutriment empêche l'assimilation des nutriments des céréales. Donc en fait, tremper ces céréales avant de les cuire, ça va enlever cet antinutriment et ça sera déjà beaucoup plus digeste. Par exemple, moi, je prends des flocons d'avoine entiers avec du fromage blanc et d'autres graines. C'est bon de manger de Alors, l'avoine? l'avoine, après, voilà, tout dépend si il y a un peu de gluten dans l'avoine. Si vraiment on a les intestins dans un état pas top, ça peut être problématique. Mais voilà, sous forme, alors personnellement, je ne sais pas exactement comment c'est fait les flocons, mais je pense qu'il y a une transformation, bien que j'en ai déjà vu où c'est écrit flocons germés. Donc là, je pense que ça a été fait d'une manière physiologique et c'est beaucoup plus digeste. Voilà, en fait, voilà, c'est vraiment la germination va vraiment permettre d'assimiler beaucoup plus facilement, de rendre vivant et empêcher tous ces problèmes de digestion. L'acide phytique est presque plus embêtant que le gluten finalement. D'accord. Il y a Jacques Antonin qui est très intéressant, qui est un paysan boulanger, biologiste, qui a fait beaucoup de recherches là-dessus, qui lui du coup maintenant fait son pain avec ses céréales. Il fait tout de A à Z, donc il fait ses céréales avec des variétés anciennes et il fait tremper ses grains avant de faire sa farine à la meule. Et là, même pour les personnes très intolérantes au gluten, il n'y a aucun souci. Waouh.
Donc voilà, vraiment, le fait de rendre vivant, et c'est pour ça, en même temps, ça a du sens pour être vivant, manger de la vie. Et du coup, voilà, de faire germer ces céréales avant de les consommer. Et d'ailleurs, les Esséniens, le pain essène, par les peuples esséniens, était fait à base de céréales qui étaient germées et Co- cuites au soleil. D'accord. Et comment on fait pour faire germer ces céréales alors? Et ben, on les fait tremper une nuit. Ouais. Donc déjà, là, ils sont pré-germés, ils sont déjà réveillés, donc on peut déjà les consommer comme ça. Mais sinon, ensuite, on peut les rincer. Et si on n'a pas de quoi faire germer des choses exprès, juste on les met dans une passoire et on les arrose 1 ou 2 fois dans la journée. Et après, il y a le petit germe qui va apparaître. Donc Mhm. après, on peut décider de les faire cuire comme ça. Ou après, on peut les consommer crus. Moi, je sais que j'adore, par exemple, c'est pas des céréales, c'est des légumineuses, mais les lentilles germées, le Mhm. quinoa germé. Le quinoa, ça germe vraiment très, très vite. Au bout d'une nuit, on voit déjà le petit germe qui apparaît. Wow. Et voilà, on a quelque chose qui est décuplé. En fait, plus c'est germé, plus il y a les vitamines, les minéraux, les enzymes sont décuplés. Et on a quelque chose qui nous apporte vraiment, vraiment de l'énergie. Et manger, on oublie un petit peu ça, mais sa fonction... Aujourd'hui, on est beaucoup dans de la fonction émotionnelle, un peu dans l'idée de se remplir. Mais en fait, se nourrir, et c'est la qualité, et ce qui fait qu'on va être nourri, c'est la qualité de notre aliment. Et en mangeant vivant, on peut vraiment ressentir en termes de vitalité et avoir moins besoin d'efforts digestifs. Tout ce qui est vivant va moins solliciter notre organisme en termes de digestion, puisque l'aliment a lui-même ses enzymes digestives. Du coup, on va éviter de puiser dans notre capital enzymatique à nous. D'accord. Tout ce qui est mort, en fait, le corps, si c'est acidifiant, le corps, il va taper dans nos minéraux, dans nos réserves. On a des réserves de minéraux dans les os, du calcium, du magnésium, du potassium, du sodium. Quand on mange des aliments qui sont acidifiants, qui ont été très transformés, le corps va rééquilibrer pour respecter l'homéostasie du sang, pour éviter que le pH sanguin chute. Et du coup, on va taper dans nos minéraux. Le corps va remettre des minéraux dans la circulation sanguine pour éviter que le pH descende. Donc, on va taper dans notre compte en banque, entre guillemets. Notre réserve. Et c'est ça qui fait qu'on n'a pas tous la même vitalité, en fait. On hérite tous d'un capital minéral, vital. C'est ce qui définit notre vitalité quand on est petit. Et après, suivant les choix, nos habitudes, nos choix de vie, notre gestion du stress, nos gestions émotionnelles, etc., on va plus ou moins retaper cette vitalité ou puiser dedans. Est-ce que la génétique, elle a sa place là-dedans aussi? On hérite bien sûr d'un capital. On vient avec ce capital et suivant si on a été allaité, si on est né par voie basse, tout ça, ça définit aussi notre vitalité. Après, c'est plutôt nos habitudes de vie. Hein. Oui. On en parlait hier par rapport, vous savez, entre une abeille et une reine qui est quand même beaucoup plus grosse qu'une abeille, génétiquement, elles sont exactement pareilles. C'est juste, qu'il y en a une qui a été élevée à la gelée royale et d'autres au miel. Et c'est quoi la vie d'une abeille par rapport à la vie de la reine abeille? C'est 45 jours. Une abeille vit 45 jours et une reine peut vivre jusqu'à 5 ans. Ouais, donc là. Juste une question, c'est pas la génétique, quoi, c'est juste l'alimentation. Et vraiment, je trouve ça vraiment très intéressant. Donc, et ils avaient fait l'expérience sur des jumeaux, Oui. donc qui quand même génétiquement sont assez proches, et avec un qui mangeait, qui avait une alimentation très physio, une hygiène de vie plutôt correcte. Et sans jugement, hein, bien sûr, mais voilà, qui était dehors, qui faisait du sport et qui mangeait plutôt nature. Et un autre qui mettait plutôt dans la junk food, pas mal sur les écrans, pas trop dehors. Et voilà, il y en a un qui avait des maladies et d'autres pas. Waouh. Ok. Oui, ça parle beaucoup. Voilà, c'est une histoire de terrain, mais c'est comme une terre. J'ai envie de faire ce parallèle parce que ça me semble vraiment intéressant. Une terre, elle va faire des symptômes, elle va nous indiquer avec des plantes qui poussent sur tel sol, pas ailleurs. Ça nous indique un peu l'état du sol du moment. Le corps, nous, c'est pareil. Il fait des symptômes pour nous indiquer l'état du moment. Mais les symptômes sont là pour revenir à l'état d'équilibre. Les plantes, par exemple, sur un terrain, il va y avoir des ronces qui vont pousser, des genêts. Ça, c'est des plantes qui sont fixatrices d'azote, qui vont aider à la forêt à revenir. Parce que l'état de santé d'un sol, c'est la forêt. Et elles sont là, en fait, ces plantes pionnières pour permettre à la forêt de revenir. Le corps, c'est un petit peu pareil. Quand on fait de la fièvre, c'est pour que le système immunitaire soit plus performant et qui nettoie le corps. Un corps qui fonctionne bien, c'est un corps qui est propre. Donc, moi, j'aime bien faire ce parallèle et c'est vraiment une histoire de terrain. Donc, le corps a la capacité de se régénérer. On peut changer, on peut retrouver une vitalité. Même il y a des témoignages de personnes à 60 ans qui retrouvent une vitalité qu'ils n'ont jamais connue. Tant qu'on est vivant, il y a de l'espoir. Enfin, ce dicton, il est complètement vrai. Et voilà, on est vivant, on a la capacité de se régénérer. Il suffit juste de mettre les conditions pour. Alors, j'ai pas mal parlé finalement d'alimentation physiologique. Bien sûr, vouloir manger comme ci, comme ça, parce qu'on a entendu que c'était plutôt bon pour notre corps physique,
si c'est pas aligné avec notre corps émotionnel et qu'on le fait à contre-cœur, ça aura pas du tout le même bienfait que si on mange avec plaisir. Manger avec plaisir, c'est capital. Et bien sûr, le sucre n'est pas quelque chose de physiologique. Toute l'alimentation qu'on a associée souvent petit à de l'alimentation plaisir, c'est pas des choses qui sont physiologiques. Par contre, on a une mémoire, notre corps a connu ça. On peut pas faire comme si on connaissait pas ça. Donc c'est important d'être doux avec soi et aussi de se permettre de manger tout ça. Un corps après qui est en santé, qui a de la vitalité, parce que globalement, on est pas mal dehors, on bouge, on a une alimentation assez variée, végétale, vivante. Et ben quand on a des extras, qu'on va manger au restaurant, qu'on mange des choses qui sont pas physio, le corps, l'idée, c'est de le renforcer par notre hygiène de vie au quotidien et que le corps puisse gérer ça, en fait. Oui, oui, oui. Et voilà, il n'y a pas de problème à manger un gâteau, à manger un resto, faire un gros repas avec les amis. Et même après, voilà, plus on est connecté à notre corps, plus après, le corps, il le gère. Si on a fait un gros repas, le lendemain, de nous-mêmes, on va sentir qu'on a besoin, qu'on n'a pas faim. Ouais. On va parler peut-être des vraies faims et des fausses faims, mais c'est... Après, voilà, l'écoute du corps fait que le corps, il se régule. On a fait un gros repas, c'était pas physio, le lendemain, on jeûne, en fait. Ça se fait tout seul et ça demande pas d'effort. Encore faut-il savoir ce que c'est les vraies faims et les fausses faims. Et alors, c'est quoi la différence entre la faim et l'envie de manger? Alors, en fait, quand le corps est très encrassé, qu'on a enchaîné des repas assez lourds à digérer, qu'on n'a pas laissé le temps de à notre corps pour gérer tous ces déchets, on est dans de l'inconfort. Ça veut dire que nos liquides sont un peu encrassés, on peut avoir mal à la tête, on est un peu irritable, on est fatigué, on a un peu la tête dans le brouillard. Ça, c'est pas confort du tout. Le problème, c'est qu'on a associé souvent ces inconforts ou le ventre qui gargouille aussi. Ces inconforts au fait de « Ah bah tiens, j'ai faim, je manque d'énergie ». Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Quand on n'est pas bien comme ça, on va manger et effectivement, ça va nous donner raison parce que on va en fait là le corps quand il est comme ça, c'est qu'il est en train de nettoyer, il est en train de vider les poubelles et oui, c'est pas confort parce que les poubelles, c'est des déchets, c'est des toxines, donc il remet tout ça en route pour les amener vers les émonctoires et les éliminer. Mais qu'est-ce qui se passe quand on va manger ? Le corps il va aux priorités. Dès qu'on met un aliment dans notre corps, on force l'énergie à venir à la digestion. Donc en gros, le corps il arrête ce qu'il était en train de faire, il arrête le ménage pour venir digérer. Et du coup, on arrête les processus de détox qui étaient inconfortables. Du coup, on se dit « Ah bah voilà, j'avais raison, j'avais faim, ça va mieux maintenant. » Et en fait, quand le ventre glougloute, c'est pas forcément qu'on a faim, c'est qu'il est en train de faire un peu de place. C'est ça. Et le problème, c'est que si on mange 3, voire 4 fois par jour, des choses assez lourdes à digérer, on est en train de digérer tout le temps. Et du coup, on supporte plus l'élimination. Enfin, dès qu'il y a de l'inconfort, on associe ça à de la faim, on mange et on permet pas les processus d'élimination. Et du coup, à terme, qu'est-ce qui se passe ? Les poubelles vont être pleines. La lymphe qui est chargée de nettoyer les déchets, les ganglions lymphatiques qui sont comme des petites fosses septiques vont être pleins. Et après, du coup, on peut faire ce qu'on appelle des grosses crises d'élimination, ce qu'on appelle tous de façon commune la maladie, en fait. Une grosse gastro, une grippe, un truc qui nous couche de manière aiguë. Là, c'est que le corps, il dit « Bon, stop ». D'ailleurs, à ces moments-là, on n'a pas d'énergie. Le corps, il nous force à rester plutôt allongé. On n'a pas faim, généralement, à ces moments-là. Donc, le corps nous force un petit peu à faire un jeûne pour pouvoir récupérer l'énergie, pour vider les poubelles et nous éviter la maladie plus tard. Parce que la maladie ne se développe que dans un terrain qui est propice. Voilà, propice. Et donc, qui a des déchets, qui stagnent, des ordures, et on chope des microbes pour venir épurer tout ça. Et alors, comment on fait pour se détoxifier ? Voilà, si on remarque qu'on a besoin de faire un peu une détox, comment on fait ? Il y a le jeûne intermittent, il y a l'alimentation vivante. Voilà, c'est quoi les grands principes de la détox ? Alors, j'ai envie de dire, il n'y a pas de recette, c'est à chacun de trouver ce qui lui convient. Il y a des gens qui vont préférer être très réguliers, avoir une alimentation ou physiologique, ça leur fait du bien, ça les rend heureux de manger comme ça. Et du coup, voilà, ils font peut-être juste un petit peu de jeûne intermittent de temps en temps et ça leur va comme ça. Il y a des personnes qui préfèrent, même qui peuvent pas professionnellement, qui ont besoin d'aller au resto, etc., qui ont tendance à faire des repas plus chargés, etc., et qui, eux, vont trouver leur équilibre peut-être en faisant un jour de jeûne par semaine ou 2. Après, faut trouver un moyen pour que ça soit facile et pas contraignant. Oui. Ça doit être facile. Toi, tu vois, tu témoignais que le jeûne intermittent, c'était très facile pour toi. Ouais. Moi, pareil, c'est que ça fait des années, c'est manger le matin, ça n'existe plus. C'est très facile. Et même, j'ai que des effets positifs. Et toi aussi, tu en retires que... Ah oui, moi, je suis plein de vitalité quand je mange pas le matin. Et le matin, maintenant, je me rends compte que j'ai pas faim du tout et que j'ai encore des aliments dans mes intestins souvent. Enfin, je suis à l'écoute du ventre un peu plus. Bah voilà, mais déjà ça serait génial de se reconnecter à ce ventre.
pratiquer des méditations, d'ailleurs, ça peut être un bon moyen pour se reconnecter à son corps. Et notre corps nous dit pas mal de choses. Si le matin, on n'est pas allé à la selle, qu'on n'est pas confort, etc., bah oui, on va avoir envie de manger pour arrêter ce processus de détox, mais la sagesse va vous... Si on a conscience de ce que c'est ces symptômes, en fait, petit à petit, on se dit, ah bah non, en fait, j'ai pas faim, je suis pas confort, ouais, d'accord, mais par contre, manger, non. Et alors, prendre le temps de voir un petit peu... voilà, laisser le temps à l'intestin de se vider pour pouvoir aller manger ensuite. Ouais. Sinon, on surcharge. Et voilà, après, ça peut mettre face à d'autres problématiques dans le sens où, en fait, il y a beaucoup de gens qui ont une élimination très, très lente et en fait, le corps élimine juste parce que en fait, ça pousse et qu'on en met et qu'on en met. Mais les poubelles débordent. Voilà, entre guillemets. Et du coup, ça peut montrer une certaine fatigue nerveuse parce que le péristaltisme intestinal, donc le système nerveux entérique qui fait avancer les matières dans l'intestin, bah, c'est du système nerveux et du coup, c'est très lié à notre état, notre énergie du moment. Plus on a de la vitalité, plus le corps va éliminer facilement en fait. Et c'est en ça qu'on n'est pas égaux et c'est en ça que du coup, souvent un mec, un grand costaud, voilà, qui a tout le temps chaud, va pouvoir faire plus d'écart qu'une nana toute fine, toute petite, qui a tendance à être constipée, parce que bah voilà, il n'y a pas la même capacité à gérer les déchets et à éliminer. Notamment face à l'alcool. On n'est pas tous égaux, on ne gère pas tous l'alcool. Complètement, de la même manière. et l'alcool est un toxique, donc oui, c'est... Après voilà, est-ce que c'est plus... L'alcool étant un toxique, est-ce que c'est signe de vitalité de boire et qu'il ne se passe rien? Ou est-ce que c'est signe de vitalité qu'on réagisse fort et qu'on puisse aller jusqu'à vomir? Oui, Qui a le plus de vitalité à ton avis? Bah, le corps qui vomit, parce que c'est un corps qui est intelligent et qui dit non, ça je veux pas. Exactement. Ouais. Et l'autre, s'il le voit pas, c'est que le corps... S'il se passe rien, ça veut dire que le corps, en fait, il est là pour nous informer, il va lancer des symptômes, mais à un moment, si on tape trop dessus, il va se taire, quoi. C'est... Pour reprendre le truc d'une voiture, par exemple, les voyants qui s'allument, voilà, soit on les écoute, soit on tape sur le tableau de bord, mais bon, à un moment, on va pas aller très loin, quoi. On va tomber en panne. Ouais. D'accord. Et donc voilà, et après voilà, la vitalité, moi pour parler de mon cas, mon expérience, je pars de très très loin en termes de vitalité, je me suis vraiment abîmée, puisque non-gestion des émotions, déconnectée du ventre, le ventre zone très compliquée, transit au ralenti, fatigue chronique, gros problèmes circulatoires, je pars vraiment de très très loin. Et l'année de mes vingtaines d'années, c'était compliqué, et aujourd'hui à 32 ans, j'ai une vitalité que... Enfin, plus ça va, plus je vieillis, plus j'ai de la vitalité, quoi. Mon corps peut s'adapter. Là, vraiment, la définition de la santé, si un message que j'ai vraiment envie de faire passer dans ce podcast, c'est ça. La définition de la santé, pour moi, ce n'est pas l'absence de symptômes. Quelqu'un qui ne fait pas des symptômes, c'est pas forcément signe de bonne santé, comme on disait par rapport à l'alcool, là. Parce que si le corps ne réagit plus, ça veut dire qu'il a peut-être plus assez d'énergie pour réagir. Je suis pas en train de dire qu'il faut être malade, hein, mais voilà. Mais vraiment, la définition de la santé, c'est la capacité à s'adapter. Quelqu'un qui s'adapte, mais qui s'adapte au sens large, qui s'adapte au changement de température, aux imprévus, à une alimentation qui n'est pas forcément celle qui lui va d'habitude. Tout ça, en fait, dès qu'on est dans une situation pas confort, notre état de santé va nous montrer où on en est, en fait. Enfin, notre vie, si on peut s'adapter très facilement, si on est irritable, si c'est dur, si tout nous stresse, etc., on peut, sans jugement, mais on est dans une capacité adaptative plus faible. Et dans ce cas-là, on fait quoi si on se rend compte qu'on a besoin de rebooster notre santé, notre capacité adaptative? Alors, ça montre que notre corps est fatigué, hein, souvent. Le repos, c'est le premier truc. Ouais, j'ai envie de dire le repos, bien sûr, se permettre de se reposer. Le sommeil. Ouais, le sommeil, le repos. On peut pas faire l'économie de ça. On peut très bien manger. Si vous êtes insomniaque, ça n'ira pas. Ouais. C'est indispensable, le repos. Mais ça peut être juste oui, dormir, mais aussi juste la tranquillité d'esprit, d'être dans un rythme de vie plus calme, juste aller marcher dans la nature, se poser, méditer, tout ça, c'est des espaces qui vont permettre de calmer le système nerveux sympathique et régénérer vraiment. Régénérer notamment nos glandes surrénales. Nos glandes surrénales, c'est les petites glandes qui coiffent nos reins, c'est la glande de la vitalité, c'est elle qui fabrique les hormones de stress, l'adrénaline, le cortisol, qui sont des hormones qui nous permettent de nous adapter. Mais si on les sollicite tout le temps, après, les glandes, elles sont épuisées, elles fabriquent plus ces hormones et on n'arrive plus à s'adapter. Et ce qui va aller régénérer ces glandes, c'est le repos, la tranquillité d'esprit, le calme, la respiration. Manger en conscience, hein, je parle d'alimentation physiologique, mais déjà, si on mange consciemment, si on est vraiment présent à ce qu'on fait, si on mange vraiment, si on est là quand on mange,
on n'aura pas du tout la même qualité digestive. On peut stresser notre corps justement aussi en mangeant vite, en prenant pas le temps, en étant ailleurs, en faisant d'autres choses en même temps. Tout ça, c'est important. Et vraiment, le calme, le calme, le calme. Et c'est sûr qu'on n'est pas dans une société où on nous permet ça finalement, hein. C'est sûr que si on regarde la nature, bon, là, on rentre dans l'hiver, c'est plus calme, les journées sont plus courtes. On doit adapter aussi notre énergie, sauf que la plupart des gens ont le même rythme de travail toute l'année. Ouais. Et ça, c'est pas physiologique. Et puis, on n'a pas le temps d'aller dehors parce qu'il fait nuit, on n'est pas exposé à la lumière naturelle. La nature, c'est faire l'économie de la nature aussi. C'est, pour être en santé, ça va être compliqué, quoi. On peut pas. Pour moi, c'est la santé. C'est pour ça que j'organise des jeûnes dans un cadre qui est cohérent. Organiser des jeûnes dans un appartement à Paris, ça serait pas la même chose. Oui, bien sûr. La nature, ça nous nourrit. C'est notre nature pour se retrouver soi. Pour moi, on peut pas faire l'économie de la nature. J'ai un peu la réponse, mais les citadins, comment on fait? Moi, je vis à Paris, j'ai un rythme de vie effréné. Alors, la partie de la réponse que j'ai, c'est que je fais en sorte de m'aménager du temps pour le repos, de m'aménager du temps pour la méditation, et de m'aménager un peu de temps l'hiver pour la nature, et un peu plus l'été et au printemps, évidemment, parce que les journées sont plus longues. Alors, moi, ma réponse, j'ai envie de dire, c'est de s'aménager du temps, presque de s'aménager des demi-journées où on va avoir le droit de se reposer, de traîner au lit, de s'ennuyer presque, et puis de s'aménager du temps, même s'il n'est pas très long, à aller dans la nature. Moi, ça va peut-être être qu'une fois par semaine où vraiment je vais aller dans la nature en conscience, mais j'ai l'impression que ça me régénère déjà beaucoup. C'est quoi ta réponse à toi pour les citadins? Comment ils peuvent faire? Bah ouais, s'autoriser ces espaces, en fait. Déjà, après, même pour tout le monde, j'ai envie de dire, sortir de sa bulle pour voir, quand on est un peu dans un rythme, la tête dans le guidon, on se rend plus très compte. On est un peu en mode robot et on voit plus très bien ce qui nous fait du bien ou pas, puisqu'il faut faire et on n'est pas dans ça. Donc, prendre toujours du recul, du recul. Faut recouler. Faut recouler, ouais, exactement. Oui, ça fait du bien ça aussi de recouler. Exactement. Mais s'extirper de son quotidien pour prendre du recul et juste aller dans d'autres rythmes, déjà, waouh, c'est Ouais. énorme. S'évader. S'évader pour se rendre compte. Et c'est en prenant ce recul-là que peut-être on peut se dire, ouais, mais en fait, mon quotidien, il me fait pas du bien, il me nourrit pas, je suis épuisée, ça me rend pas heureux. Bah là, ça peut peut-être amener à des décisions Ou au contraire, moi je sais que quand je prends le temps d'aller dans la nature, je me rends compte que je suis très heureux de vivre à la ville et dans une atmosphère peut-être fermée mais harmonieux, très beau, chaud, etc. Et dans ces moments-là, j'éprouve de la gratitude pour tout, Mais c'est génial. pour ma vie citadine, et puis j'éprouve la gratitude pour prendre ce temps de me régénérer dans la nature, Donc oui, toi, tu trouves ton équilibre en ayant les deux. en ayant les deux. Ouais. Et il y a des personnes effectivement qui se rendent compte qu'elles ont envie de complètement autre chose. Ouais, c'est ça. Donc oui, il y a pas de règle, j'ai envie de dire, mais voilà, en tout cas, se permettre des espaces pour sortir de son quotidien, sortir de son rythme et être dans un rythme plus en cohérence avec la nature, Mm. ça me semble intéressant. Moi, enfin, j'ai eu pas mal de gens du coup qui sont venus ici jeûner ça, depuis plusieurs années et donc j'organise principalement des jeunes. Mais ce que les gens apprécient, c'est d'être au calme, d'être dans la nature. Déjà, ça fait, Le chant ça des fait, oiseaux, c'est hyper mais c'est puissant. ça, dans la régénération ouais, la régénération du corps, ça fait 60% du boulot, quoi. Le Mm. jeûne, oui, en plus, voilà, parce que du coup, on est encore plus connecté à ces nourritures subtiles. Mais j'ai envie de dire, déjà, le cadre, ça permet de prendre du recul. Et il y Ouais, en a beaucoup qui ont changé de vie après ça. ouais. Enfin, ça a été un déclic Wow. de fou. Après, bien sûr, voilà, toi, comme toi qui te régales dans ton boulot, c'est génial. Ça te permet encore plus d'apprécier ta vie parisienne et de voir ce qui te nourrit. Mm. Mais j'ai envie de dire, voilà, on parle de nourriture physiologique, mais tout est nourriture. Et si peut-être réfléchir à dans votre vie, qu'est-ce qui vous met en énergie, qu'est-ce qui vous fatigue, que ce soit au sens large, vos relations sociales, votre Ouais. boulot, votre mode de vie, si on y va en traînant les pieds, voilà, si ça Ouais. met pas en joie, est-ce que vous riez, Mm. est-ce que dans votre journée il y a des moments de légèreté, ou est-ce que c'est sérieux, ou est-ce que c'est votre visage il est figé. Enfin, tout ça, c'est des baromètres. Je veux dire, il n'y a pas de jugement à avoir, mais comme le corps physique, par rapport à notre digestion, il nous indique beaucoup de choses, mais par rapport à nos choix de vie, nous indique aussi énormément. Ouais. Prenez le temps de vous regarder, de voir si vous avez de la joie, si vous avez de l'entrain, si voilà, le matin vous levez, c'est dur, fatigué, pas envie, si vous avez besoin de carburer au café, si vous n'allez pas à la selle,
si tout est difficile, si s'endormir c'est difficile et qu'il y a du stress toute la journée, bah voilà, ça c'est des baromètres qui peut-être peuvent dire qu'on n'est pas là où c'est bien pour nous. Pas le mieux, oui. Mm. Donc alors, ouais, il y a des choses à mettre en place. Je le conseille souvent pour les multipotentiels, les hypersensibles, mais c'est vrai pour tout le monde. Quand on a une vie active, il faut s'aménager des temps de repos, qui sont des temps de régénération, pour être capable d'affirmer et d'incarner tout ce qu'on a envie d'expérimenter dans la vie. Pour la multipotentialité, les personnes qui font plein de choses en parallèle et en même temps, c'est extrêmement vrai parce que sinon c'est l'épuisement et on arrive à plus rien faire, alors que c'est possible, avec du repos et de la lenteur entre temps, de faire plusieurs choses en même temps et très bien. Et bah, c'est vrai pour tout le monde en fait, il faut s'aménager ce temps-là. Et le contexte social, les personnes qui nous entourent, les énergies qui sont communicatives, c'est hyper important et parfois il faut faire, et je crois que la vie s'en occupera toujours à un moment donné quand ça bouge à l'intérieur de nous, parfois il faut faire un tri dans notre entourage et s'entourer de personnes qui vibrent comme on a envie de vibrer. Et si on a envie d'être heureux, ben, il faut peut-être s'entourer de personnes heureuses. Alors les personnes heureuses, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas malheureuses et qu'elles ne sont pas tristes parfois, bien au contraire. Mais globalement, c'est des personnes qui brillent, qui vibrent positivement. Et les gens qui nous entourent ont une influence énorme, je crois, aussi sur notre état émotionnel et notre état de santé physique. Bien sûr. Et tous nos corps sont reliés. Donc, si le corps émotionnel va bien, ça va aider le corps physique, le corps mental. Et bien sûr. Et après, bien sûr, on peut faire le parallèle avec le corps, nettoyer son entourage, mais aussi nettoyer son corps avec des petites détox, des petits jeûnes, une alimentation plus physio. Et voilà, moi pour le coup, perso, quand j'ai commencé à changer d'alimentation, le nettoyage qu'il y a eu au niveau du corps physique, waouh, ça a éclairé au niveau mental. Il y a eu des choses qui se sont éclairées au niveau émotionnel, c'était beaucoup plus facile. Enfin, c'était assez fou de voir à quel point le corps physique influe sur les autres corps. Enfin, tout est interrelié. Et inversement, bien sûr. Ça voilà, s'aligne. bien sûr. Et après, bien sûr, voilà, quand on est dans une vie qui nous fait du bien, qui nous nourrit, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'émotions, hein, au contraire, mais on est plus apte à les gérer en tout cas. Et ben on va attirer de nouvelles personnes, on va avoir envie d'autres choses, et plus on va respecter cette écoute intérieure, plus on va être aligné et être dans une vie qui nous nourrit. Et moi, j'ai beaucoup ce rapport, je parle beaucoup de nourriture, parce que pour moi, tout est nourriture. Oui. Je passe un bon moment avec des gens, c'est nourrissant. Donc voilà, réfléchir à dans votre vie, on parle de nourriture bienveillante, ça serait ça pour moi, avoir conscience que tout est nourriture et prendre le temps de regarder qu'est-ce qui me nourrit vraiment, qu'est-ce qui nourrit mon âme, qu'est-ce qui nourrit votre âme d'enfant, qu'est-ce qui nourrit votre intérieur, qu'est-ce qui vous fait du bien, et à contrario, qu'est-ce qui fait moins de bien. Qu'est-ce qui vous éteint un peu plus. Voilà, et se rappeler qu'on a toujours le choix. Effectivement, je ne suis pas en train de dire que c'est toujours facile de faire des choix, de changer de vie, etc. Mais en tout cas, c'est possible. Ouais. Et s'épuiser dans un truc qui ne nous fait pas vibrer. La vie, ça peut être tellement plus facile quand c'est aligné, quand c'est bon pour nous, où ça se déroule et mettre de côté ces croyances que la vie, c'est dur. Et qu'il faut gagner sa vie, alors qu'on a le droit de vivre par essence, parce qu'on est en vie. On n'a pas à gagner notre vie ou à mériter notre vie. Et on vous parle en connaissance de cause. Hein. on a pas mal galéré, discuté avec ses croyances pour se mettre d'accord. Bon, bah, je crois que c'est le mot de la fin. Merci Juliette, c'était trop bien, hyper intéressant. J'éprouve plein de gratitude d'être là avec toi dans ce magnifique contexte et d'avoir partagé autour de ça avec toi. Merci. Merci à toi Romain. Voilà, on vous dit à tout bientôt pour un nouveau podcast. Ciao, bye bye.